Bienvenue sur Géopolitis. Qui sera le prochain président de l'Iran? Enfin, plus exactement, le président de la République islamique d'Iran. 50 millions d'électeurs iraniens vont se prononcer. Il s'agit de trouver un successeur à un président que les Occidentaux ont adoré, détesté, Mahmoud Ahmadinejad, l'homme qui voulait détruire Israël, et il le disait ouvertement, l'homme aussi qui voulait doter son pays de l'arme nucléaire, mais cela, il ne le disait pas franchement. C'est avec une certaine appréhension que l'on attend le résultat du scrutin et surtout la suite de ce scrutin, car la dernière élection présidentielle, celle de juin 2009, a laissé des souvenirs sanglants en Iran. C'était le temps de la Révolution verte, un mouvement violent, soudain, face à une élection apparemment truquée. Le pouvoir en place à Téhéran n'avait pas hésité un seul instant à réprimer impitoyablement toutes ces exigences de liberté. L'élection de 2013 est-elle porteuse, elle aussi, des germes de révolution? C'est le dossier de Géopolitis. La Révolution verte, tout était parti donc d'un mouvement de révolte de la part du camp réformateur, outré de voir le président Ahmadinejad ainsi réélu en dépit de malversations que de nombreux observateurs avaient dénoncées. On était en plein mois de juin 2009, des milliers d'Iraniens étaient descendus dans la rue, criant leur désespoir. Le gouvernement avait dépêché sur place ses nervis à moto pour mater ce qui devenait une insurrection. Grâce à la technologie nouvelle à l'époque des téléphones mobiles, on avait tout vu, tout su de ces jours terribles. Mais derrière cette volonté affirmée d'annihiler toute résistance, il y avait surtout le guide suprême, Ali Khamenei, lui-même successeur du premier guide, l'ayatollah Khomeini. Car en Iran, c'est le guide qui décide, il est nommé à vie, il a la main sur tous les dossiers sensibles, y compris le dossier nucléaire, et puis c'est lui qui confirme l'élection du président de la République. Il reste que le président, lui, est le visage, à l'étranger en tout cas, de la République islamique. Et c'est peu de dire que Mahmoud Ahmadinejad, en 8 ans de mandat, n'a cessé de donner une image, disons, provocante, intransigeante, sectaire et parfois haineuse de sa fonction, notamment lorsqu'il a appelé à plusieurs reprises à la destruction de l'État d'Israël. Ou alors, autre image déroutante, lorsqu'un jour, il nie l'existence d'un programme nucléaire et que le lendemain, il est fier d'en faire état publiquement. جهان شاهد بود که مستکبران همه عرصه ها را تنگ کردند، همه فشارها را وارد کردند تا ملت ایران هسته‌ای نشود. ان شاء الله ظرف چند روز آینده دنیا شاهد چند افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود. On disait il y a un instant que c'est le guide suprême qui confirme ou infirme l'élection du président, mais c'est aussi sous son autorité et celle du Conseil des gardiens de la Révolution que sont sélectionnés les candidats. Des candidats, en cette année présidentielle, il y en a plusieurs centaines, entre 400 et 800. La sélection sera faite. Il y aura encore bien des surprises d'ici le scrutin du 14 juin. C'est en 1979, avec le retour d'exil de l'ayatollah Khomeini, que naît la République islamique d'Iran, la révolution ayant chassé le Shah d'Iran, dernier membre régnant de la dynastie des Pahlavis. Depuis cette date, ce sont les plus hauts leaders religieux, le guide suprême en tête, qui détiennent le pouvoir réel. Le guide est nommé à vie et le successeur de Khomeini, Ali Khamenei, entend bien poursuivre sur cette voie s'appuyant sur son assemblée d'experts. Le président de la République, pour sa part, est le chef de l'exécutif, mais ne saurait empiéter sur les domaines réservés au guide suprême, règle que ne semble pas avoir observé Mahmoud Ahmadinejad, élu une première fois en 2005, réélu en 2009, mais dans des circonstances si troubles et à l'issue d'un scrutin entaché de telles fraudes et tricheries qu'une partie du peuple iranien s'est soulevée. On a surnommé ce mouvement la Révolution verte, verte comme la couleur arborée par les manifestants, une révolution menée notamment par les jeunes et par les classes moyennes éduquées. S'en sont suivies des exécutions sommaires, des arrestations par milliers, des détentions arbitraires et des tortures systématiques.
Les réformateurs sont désormais totalement absents de la scène politique. Le pouvoir en place ne leur a pas pardonné le rôle qu'ils ont pu avoir lors de la Révolution verte. L'ancien président réformateur, Mohammad Khatami, a été mis à l'écart. Du côté des conservateurs, au pouvoir depuis 8 ans, c'est à présent l'affrontement direct, violent, entre le guide suprême, Ali Khamenei, et le président de la République, Mahmoud Ahmadinejad, le second premier président iranien laïque à avoir réussi à effectuer 2 mandats, a trop souvent contesté le pouvoir et la suprématie des leaders religieux dans la conduite politique des affaires. Et le premier, le guide suprême, s'est heurté, après l'avoir soutenu, à ce président qui contestait et menaçait ouvertement son autorité. C'était le 1er mai dernier, en Iran, comme ailleurs dans le monde, un syndicat de travailleurs réclamait une hausse générale des salaires. Car en Iran, le salaire minimum actuel est l'équivalent de $140 par mois, donc sous la barre de ce que l'on appelle le seuil de pauvreté. Certes, le gouvernement avait récemment décidé une hausse de 25% des salaires les plus bas, mais l'inflation est telle en Iran que cette mesure est restée sans effet. Une inflation qui vient de dépasser les 30% en un an. Le taux s'est envolé depuis l'entrée en vigueur, en juillet 2012, des nouvelles sanctions économiques décidées par les États-Unis et l'Union européenne en raison de la question du nucléaire. Ces nouvelles sanctions, et les anciennes, puisqu'il y a 30 ans que le pays en est la cible, ont eu pour résultat une chute de 13% de la monnaie iranienne, le rial. L'Iran, pays formidablement riche en réserves de pétrole et de gaz, riche en potentiel scientifique et industriel, est devenu un pays incroyablement pauvre. L'invité de Géopolitis, Marc Wolfensberger, qui est journaliste indépendant. Vous avez été en poste à Téhéran pendant 3 ans pour une grande agence de presse. Première question presque naïve. Que pense le peuple iranien de ces élections? Sous-entendu, est-ce que ça risque de recommencer comme en 2009? Alors, il y a deux grandes parties aujourd'hui dans la société iranienne. Il y a ceux qui y croient. C'est des gens qui croient aux idéaux de la révolution depuis le départ. Des gens qui, paradoxalement, sont extrêmement bénéficiaires des bienfaits de la révolution. Ils ont reçu des subventions, ça va du pain, des aides pour trouver du travail. Et ces gens-là sont encore convaincus que le système actuel est le meilleur pour eux. Après, c'est une majorité du peuple ou pas? Alors justement, c'est la grande question. Ils doivent peser, et c'est certainement ce que fait le guide actuellement. L'autre partie, c'est ceux qui sont devenus beaucoup plus sceptiques. Alors dedans, vous avez ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs, qui ont compris que la République islamique n'était pas la meilleure pour offrir des conditions cadres, des conditions économiques agréables pour les citoyens. Et puis il y a tous ceux qui ont été lésés, qui ont l'impression qu'on leur a volé leur voix pendant l'élection 2009, et ceux-là sont extrêmement désabusés. Ils vont quand même y aller, une partie va quand même voter, mais ils savent très bien que l'issue ne dépendra pas forcément de leur vote. Est-ce que les élections risquent d'être entachées d'irrégularités, comme on dit, comme les précédentes? Alors c'est la question qui se pose à chaque élection. Moi j'en ai couvert 2, dont une sur place. On n'a jamais la garantie occidentale peut-être, mais garantie que tout s'est bien passé. C'est impossible. Il y a pas de vérificateur, il y a pas comme dans les autres pays, des scrutateurs étrangers qui viennent pour compter les bulletins de vote. Donc tout est possible. Après, il n'y a jamais eu de preuve que ça a eu lieu, il n'y a jamais eu de preuve que ça n'a pas eu lieu. Si vous demandez aux opposants, c'est évident que pour eux, leur voix n'a pas été prise en considération. Est-il vrai que le guide suprême peut dire « je valide » ou « je ne valide pas cette élection » en fonction, évidemment, de ses critères? Alors c'est très subtil d'Iran, ça se fera jamais de manière frontale, ça sera toujours en coulisses que ça se passe. Ce que lui fait, c'est qu'il va sélectionner des personnes à travers le Conseil des gardiens qui vont pouvoir se présenter. Donc là, il y a déjà un énorme filtre, il peut décider si oui ou non vous devenez président. Après, à l'issue de l'élection, là c'est vraiment le gros point d'interrogation. Personne jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la République islamique ne pourra prouver si oui ou non il y a eu des tricheries. Est-ce que le pouvoir religieux est conscient du fait qu'il peut perdre son pouvoir, que ça peut se terminer par la fin d'une république islamique? Et est-ce qu'il agit en fonction de cette possibilité, ou alors est-ce qu'il est persuadé de sa pérennité? Alors c'est un régime qui est extrêmement jeune, il a 34 ans, si on prend le système communiste. Oui, mais enfin c'est une belle expérience quand même, 34 ans pour un régime islamiste. Alors justement, c'est la moitié de ce qu'a vécu l'URSS. Ils savent
qu'ils peuvent avoir de beaux jours devant eux, mais ils savent aussi que le printemps arabe est passé par là, qu'avant il y avait les révolutions en Géorgie, en Ukraine, donc ils savent très bien leurs positions sont, leur place est à risque. Donc ils vont tout faire, et on l'a vu en 2009, ils ont réagi très très fortement, avec pas mal de violence justement contre ce qu'ils appellent les opposants. Et ça c'est clair, ils savent que leurs jours sont comptés, ils savent surtout qu'ils doivent venir avec un système économique qui est beaucoup plus performant que ce qu'ils ont apporté jusqu'à maintenant. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les gens qui sont issus du sérail révolutionnaire jusqu'à maintenant ne maîtrisent pas très bien l'économie, et aujourd'hui ils en payent le prix. Alors, on est resté sur la personnalité, je dirais, fantasque de ce président Ahmadinejad, qui a fait 2 mandats, qui ne peut pas se représenter. Le nouveau président, est-ce qu'il aura au moins, si j'ose dire, un visage plus avenant en ce qui concerne l'étranger ? Alors je pense que l'étranger s'est beaucoup trompé avec Mahmoud Ahmadinejad. D'abord c'était l'homme qui voulait détruire Israël, donc tout de suite le démon. Et finalement de l'intérieur, lui c'est un homme du peuple. C'est un des premiers présidents qui n'est pas mollah, donc c'est un des premiers laïque, oui, qui habitait un petit village, Narmak, et aujourd'hui englobé dans Téhéran, mais un village très simple. Donc lui il croit beaucoup aux idéaux populaires, révolutionnaires mais populaires. Et ce qu'il a essayé de faire pendant sa présidence, et ça l'Occident n'y a rien vu, c'est justement d'augmenter ce que pouvait décider le peuple au détriment de ce que décident finalement les religieux. Et ça a beaucoup déplu il s'est opposé carrément. Il s'est opposé, oui. Clairement. Est-ce que ça lui a attiré justement la sympathie de millions d'Iraniens? Non, parce que c'est quelqu'un à qui beaucoup de Téhéranais, en tout cas dans la capitale, justement, ne peuvent pas s'associer. Ils n'ont pas le même background. Ceux qui habitent le nord sont. C'est pas le même peuple. C'est pas le même peuple, voilà. Oui. Donc ces gens-là vont pas suivre son dauphin. Il y a un de ces dauphins qui se présente à l'élection, mais je pense pas qu'il a beaucoup de chances de réussir. Par contre, pour le guide suprême, il doit se poser la question est-ce que je prends quelqu'un extrêmement loyal qui va pas me faire le même coup finalement qu'Ahmadinejad, donc ça c'est certainement sa stratégie. Et puis c'est aussi quelqu'un qui doit, j'y reviens souvent, mais il doit maîtriser l'économie. Et c'est là où il va devoir faire un choix. Quelqu'un qui maîtrise bien l'économie ou quelqu'un qui est extrêmement loyal. Pour l'instant, il n'y a pas un candidat qui représente les deux camps en même temps. Alors, je reviens à ce que vous disiez justement au tout début, cette fraction non négligeable du peuple qui soutient les autorités religieuses, et puis ces situations économiques terribles avec les sanctions que nous, Occident, nous leur imposons. Comment peuvent-ils encore soutenir ce régime ? Alors il y a tout un discours, toute une propagande derrière pour montrer justement un ennemi. C'est toujours facile d'avoir un ennemi à l'extérieur pour essayer de fédérer ses troupes à l'intérieur. Mais de plus en plus, il y a des fractures au sein de la société. D'ailleurs, tous ceux qui ont soutenu en 2009 Karoubi ou Moussavi, c'était les réformateurs. C'est les réformateurs. Il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu leur boulot, qui justement voulaient un souffle nouveau. Donc il n'y avait pas que des jeunes comme on a voulu le montrer. Il y avait des gens tout simples. Il y avait des gens qui venaient aussi de la campagne. Il y a eu plusieurs mouvements de protestation ailleurs que dans la capitale. On parle toujours de la capitale, mais il s'est aussi passé pas mal de choses en province avec une répression qui était aussi très forte. Donc c'est sûr que ces gens-là aujourd'hui sont extrêmement dépités. Maintenant, ce qu'a fait notamment le président Ahmadinejad avec le soutien du guide au début, il y a eu énormément de subventions pour essayer de ramener ces gens-là dans des conditions de vie acceptables. Et aujourd'hui, il se repose la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je descends ou est-ce que je me contente de mon salaire ? Alors, on parlait des sanctions. Si sanctions il y a, c'est à cause du dossier nucléaire. En gros, en quelques mots, est-ce que le nouveau président iranien va évoluer sur ce dossier? Est-ce que la question du nucléaire risque d'être réglée au cours de ce prochain mandat présidentiel? Alors c'est un deuxième point où effectivement l'Occident, qui n'a pas la chance d'avoir pu s'établir en Iran pendant un moment, ne comprend pas. Le nucléaire, c'est un moyen d'être pris au sérieux. Tous les pays ont fait, d'ailleurs le Pakistan, la Chine, la Corée du Nord. C'est un moyen de dire, écoutez, on joue dans la cour des grands. Et ça, tout Iranien, qu'il soit étudiant, anti-régime, pro-régime, il est fier de faire partie de la grande cour, d'être un acteur important sur la scène internationale. Donc il y a très peu de chances que le nouveau président décide d'affaiblir cette position. Il va au contraire continuer à se battre. Par contre, s'il décide d'attaquer le problème économique, là oui, c'est possible qu'il cherche à négocier moins de sanctions contre moins de nucléaire. Mais ce sera toujours un but d'arriver à une puissance nucléaire. Merci Marc Wolfensberger. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous avez été en poste pendant 3 ans à Téhéran pour une grande agence. Merci à vous. Merci. Quel qu'il soit, le nouveau président iranien devra s'attaquer à 2 dossiers urgentissimes, le nucléaire et les sanctions, les 2 dossiers étant évidemment liés. Les sanctions, on a eu l'occasion de le dire, elles sont devenues insupportables pour le peuple, surtout. Comment faire lever ces sanctions? Comment régler ce problème-ci sans devoir composer avec le dossier nucléaire? Dans les faits,
ce n'est pas tant le président qui aurait l'autorité de décider d'un compromis, c'est le guide suprême, et du résultat de ces élections présidentielles dépendra la marge de manœuvre dont disposera l'homme qui dirige la République islamique, Ali Khamenei. Lui seul pourrait décider que, pour le bien du pays, dans ce dossier nucléaire, le temps serait venu de composer, de négocier, de renoncer peut-être, à condition que ses ennemis préférés, les Américains, les Européens et les Israéliens, cessent de les diaboliser, lui, le guide, et son pays, l'Iran. Il y a un précédent. L'ayatollah Khomeini avait bel et bien accepté un cessez-le-feu avec l'Irak en 1988, mettant ainsi fin à 8 ans de guerre. Il s'agissait, se justifiait-il à l'époque, de préserver la République. Préserver la République, 30 ans après la Révolution, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous avez désormais la possibilité de discuter entre vous et de commenter cette émission. Nos rubriques habituelles pour précisément lancer la réflexion sur ce dossier des élections présidentielles iraniennes, en vidéo, en infographie et en site internet. Vous avez toujours la possibilité de podcaster cette émission et vous êtes les bienvenus sur Géopolitis.